Le gouvernement du Québec a récemment annoncé une redirection des budgets qui étaient destinés à la francisation des personnes nouvelles arrivantes dans la formation générale aux adultes à travers tous les centres de services scolaires dans la province. Nous nous sommes intéressés à la situation dans le centre de services scolaires de Charlevoix et aux répercussions potentielles que cela pourrait avoir sur la vie des personnes nouvelles arrivantes dans notre région. Tout d'abord, bienvenue, Monique Brassard. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci. On a entendu beaucoup de choses dans les nouvelles au niveau national récemment en ce qui concerne les coupures en francisation dans les centres de services scolaires. Expliquez-nous tout d'abord, faites-nous une mise en contexte. Qu'est-ce qui advient avec la francisation pour la formation générale aux adultes? Oui, c'est important de le préciser. C'est vraiment la formation générale aux adultes. Les cours de francisation au secteur jeune pour les enfants, ça, c'est pas touché, ça continue, puis c'est vraiment important de le préciser. Donc, en formation générale des adultes, le ministère de l'Éducation, cette année, dans les règles budgétaires, il faut savoir que ça fonctionne par règles budgétaires. Là. Tous les centres de services reçoivent en juin des règles budgétaires. Cette année, il y avait une petite ligne très cachée qui n'a pas été soulignée, qui disait au centre de services, pour 24-25, pour la francisation en FGA, vous allez utiliser le nombre d'inscriptions que vous avez eu en 2021. Ça n'a jamais été fait, là. Ça a passé dans le beurre parce que c'est une règle. Ils font jamais ça en FGA, retourner en arrière pour mettre comme un quota d'inscription. Fait que c'est une coupure qui est cachée. On pourrait dire comme ça. Pour les adultes qui sont des nouveaux arrivants au Québec qui veulent apprendre le français. C'est ça. Mais là, on se rappelle qu'en 2021, on était en pandémie. Alors, le nombre d'inscriptions, je vais prendre dans Charlevoix, par exemple, le nombre d'inscriptions, c'est technique, c'était 2,16. On appelle ça des ETP. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça, c'est comme un nombre d'heures qui est à donner aux élèves. Oui. Bon. Fait que, évidemment, si je regarde en 24-25, c'est plus que le double d'inscriptions qu'on a par rapport à 2021, dans les faits. Fait que de dire, on prend le nombre d'inscriptions, on va donner des cours au même nombre de personnes qu'en 2021, bien, c'est un non-sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc là, ce qui se passe, en fait, c'est que l'année scolaire débute en septembre. Oui. Il y a des gens, des nouveaux arrivants qui s'inscrivent au cours de français dans les centres de services scolaires, qui ont quoi? Un cours de français pour les 2 premiers mois de l'année? C'est ça, ça dépend. Hein? Il y a beaucoup de... Ça dépend du niveau à lequel ils sont rendus. Ça dépend aussi du nombre d'heures. Il y a des inscriptions en septembre, des fois il y en a en novembre, des fois il y en a en mars. Tu sais, en francisation, c'est la formation générale aux adultes. Fait que c'est très modulé. C'est pas comme le secteur des jeunes où il y a une année scolaire qui commence en août, qui finit en juin. Fait que c'est plus complexe. Mais pour faire une histoire courte, là, on a quand même commencé cette année des cours de francisation en septembre au Centre de services de Charlevoix avec un nombre précis d'inscriptions. Mais on a déjà dépensé ce que le gouvernement voulait qu'on fasse. Donc, pour mieux comprendre, on arrive à la fin octobre et le gouvernement dit on va remanier les budgets. C'est ça. En fait, il y a des centres de services qui se sont probablement... Comment c'est arrivé, tout ça, là? Ça s'est mis, en bon français, on dit à popper. C'est qu'il y a des centres de services qui se sont fait taper ses doigts en disant non, vous avez dépassé votre nombre d'heures que vous pouvez faire la sanction des études, qu'on appelle donc donner des heures de cours. Vous avez dépensé, vous n'avez pas le droit. Puis là, les centres de services se sont rendus compte qu'il y avait cette notice dans le budget, dans les règles budgétaires de juin. Mais là, tout le monde s'est mis, évidemment, on se parle, hein, les présidents de syndicats, les directeurs généraux de centres de services, là, tout le monde s'est mis à regarder, voir où... Et là, bien, avec le temps, bien, depuis les dernières semaines, on s'est rendu compte que c'était généralisé. Et bien, le gouvernement a fait des annonces aussi en disant c'est pas des coupures, c'est qu'on envoie ces sommes-là au MIFI, qui est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Mais dans les faits, c'est que le MIFI a fait aucune offre de cours de plus de francisation pour les adultes. Pour ces adultes-là. Moi, je suis là parce que je représente mes membres qui vont perdre leur emploi. Oui, on parle de chiffres. On parle de chiffres. Pour commencer, combien de nouveaux arrivants dans Charlevoix étaient inscrits au cours de francisation et ne pourront plus se réinscrire au cours de francisation? Il y avait à peu près 120 inscriptions en septembre qui ont eu des cours, qui sont terminés parce que c'est des blocs de cours. Uniquement dans la grande région de Charlevoix? Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest, mélangés. Là, je ne pourrais pas vous dire la proportion. Et il y avait encore, pour décembre, une centaine d'inscriptions. Mais là, le centre de service a décidé, suite à cette histoire de quota budgétaire, j'appelle ça de même, c'est pas comme ça qu'ils l'appellent, mais moi, c'est presque un quota,
le centre de services a décidé de garder seulement 2 groupes de francisation, un dans l'Est, un dans l'Ouest. C'est pour une vingtaine de personnes. Donc, on passe de 120 adultes en francisation à une vingtaine qui vont pouvoir poursuivre. C'est une coupure de entre 70 et 80 Puis, bien, les inscriptions, ça se module. Des fois, tu en as moins, des fois, tu en as plus. Parce que là, il y avait déjà une centaine d'inscriptions pour décembre ou janvier. Mais des fois, ils s'en rajoutent, là. C'est pas fixe. Fait que c'est certain qu'il y a des gens qui n'auront pas de francisation. Pourquoi ici, dans Charlevoix, le centre de services scolaires décide d'aller de l'avant? Parce qu'on sait qu'ailleurs, au Québec, les cours ont tout simplement été coupés, annulés. Oui. Il y a des centres de services qui ont complètement annulé. Il y a des centres de services, quelques centres de services, comme dans Charlevoix, qui ont décidé de garder certains cours. Il y a plusieurs possibilités. C'est sûr que s'ils coupaient complètement, ils contrevenaient aussi à notre convention collective parce que tu peux pas... Moi, c'est pas mes profs, mais c'est mes membres de notre syndicat. On a 4 enseignants qui font de la francisation à FGA. 2 à contrat. Les 2 autres, évidemment, vont perdre parce que c'est pas des contrats. Fait qu'eux autres vont perdre leur emploi. Donc, 2 de vos membres perdent leur emploi et les 2 autres vont être redirigés. Perdent leur emploi, mais vont être redirigés aussi parce que, je fais une parenthèse, il y a quand même le service aux entreprises qui est offert par le centre de services aussi, qui donne la francisation. Donc, des entreprises paient pour un service de francisation pour leurs employés nouveaux arrivants. Mais mes 2 enseignants qui étaient pas à contrat, mais qui étaient, on appelle ça à taux horaire, eux autres vont probablement être redirigés vers cette francisation-là au service aux entreprises. Mais les 2 autres enseignants qui faisaient la francisation à contrat, ils ont un contrat. Un contrat, c'est un contrat. Quand ça se termine et que c'est pas renouvelé, ils perdent leur emploi. C'est ça, mais sauf que, comme employeur, tu n'as pas le droit de cesser un contrat quand tu n'as pas de bonne raison. Puis, dans notre convention collective, ce que ça dit, c'est que pour mettre fin à un contrat, il faut qu'il y ait une baisse d'élèves. Mais là, c'est une fausse baisse d'élèves. On n'a pas de baisse d'élèves. Le ministère de l'Éducation contrevient lui-même à son contrat de travail. C'est une coupure de service pure et dure. C'est ça, exactement. Ici, dans Charlevoix, le centre de services a décidé de garder ces 2 profs contractuels-là. Ils vont faire 2 groupes. Ils ont choisi de garder les niveaux 1, 2, 3 pour donner un service de base en francisation dans Charlevoix à ces vingtaines de personnes-là, à cette vingtaine de personnes-là qui vont avoir la chance de. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Puis, bien, mes profs, évidemment, ça ne complète pas leur contrat. Fait que là, il faut qu'ils les redirigent vers d'autres choses. Alors, on est en train de travailler là-dessus avec le centre de services. Qu'est-ce que ces profs-là vont pouvoir faire pour travailler? Qu'est-ce qui peut advenir puisque le centre de services décide de poursuivre un service qui est coupé à la grandeur de la province? À quoi le centre de services scolaires s'expose? Les centres de services scolaires sont évidemment au service du ministère de l'Éducation, au service de la population. Puis c'est pas la première fois, là, je veux dire, ça existe déjà. Mais c'est très rare. Fait que on ne sait pas si ça peut arriver. Moi, ça fait 6 ans que je suis présidente du syndicat, puis je m'intéresse évidemment de plus près à tout ça. Mais j'ai jamais vu qu'un centre de service peut être pénalisé. Mais ça existe et c'est déjà arrivé. Fait que c'est des amendes, ça peut être n'importe quoi. On le sait pas. Par exemple, est-ce qu'une direction générale pourrait se faire taper sur les doigts d'une façon ou d'une autre? C'est pas clair parce qu'en fait, ça arrive pratiquement jamais. Là, avec la nouvelle gouvernance, parce que vous savez que depuis quelques années, c'est plus des commissaires, on a un CA. Les centres de services sont comment je pourrais dire, surveillés directement par le ministre. Fait que M. Drainville a maintenant, depuis quelques années, c'est très récent, le droit de dire à un directeur général ou une directrice générale, « T'as pas fait ta job. Pas je te mets dehors. » J'espère que non. Là, on ne l'a jamais vu. Ouais. Mais oui, évidemment. Le lien est plus direct. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes qui restent à présent dans ce dossier-là. On va sûrement continuer à en entendre parler dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour que ça change? On travaille beaucoup avec notre fédération, avec notre centrale syndicale aussi, qui est la CSQ. Notre fédération, c'est la FSE. Partout au Québec, là, il y a eu des manifestations depuis plusieurs semaines. On est allé aussi avec Québec solidaire, avec le PQ, le 30 octobre dernier, à l'Assemblée, faire un point de presse. Même la FAE était là, la Fédération autonome de l'enseignement, qui n'est pas avec notre fédé ni notre centrale syndicale. L'Association des directeurs était là, les représentants des enseignants anglophones même.
Fait que tout le monde était ensemble pour dire ça n'a pas de bon sens, reculer. Il y a même une mention qui a été présentée à l'Assemblée cette semaine-là. À l'Assemblée À nationale. l'Assemblée nationale pour dire reculez, revenez en arrière. Ça n'a pas de bon sens ce que vous faites. Évidemment, ça a été rejeté parce que la CAQ vote, que la CAQ a rejeté cette motion. Fait qu'on est là-dedans, on continue à travailler, on a fait beaucoup de pubs. On veut que les gens comprennent que, oui, on travaille, les syndicats, pour l'emploi de nos membres, mais nos membres, ce qu'ils veulent, eux autres, là, c'est, oui, leur emploi, mais c'est le service aux nouveaux arrivants. On n'est pas en train de gérer des caisses des boîtes de bines, là. On dit ça chez nous. On ne gère pas. C'est pas des 2x4 puis des boîtes de bines. C'est des gens qu'on a invités à venir vivre chez nous. Qui veulent s'intégrer. Qui veulent s'intégrer dans notre communauté. C'est des travailleurs. Ils viennent nous aider. On est content de les avoir. Fait qu'on leur dit d'un côté, viens-t'en chez nous. Tu as des règles à suivre pour pouvoir rester chez nous par rapport à la langue française. On a même changé la charte de la langue française parce que M. Legault disait c'est important la langue, il faut que nos nouveaux arrivants parlent la langue française, c'est notre culture. Puis il a raison. Puis d'un autre côté, de façon complètement contradictoire, il vient resserrer les normes pour que ces gens-là restent. Par exemple, pour avoir un permis de résidence, ça prend le niveau 7. De français. De français. Puis là, tout d'un coup, il coupe la francisation. Excusez, là, mais... C'est un double discours. Ah, c'est terrible, là. Madame Brassard, merci de vous être déplacée aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grandement plaisir, merci, en espérant que ça change. L'équipe de TVCO a également rencontré 2 résidents de Baie-Saint-Paul qui ont témoigné de leur expérience personnelle en lien avec le dossier de l'immigration au Québec. Quand nous avons commencé à faire le cours de francisation, oui. L'année dernière? L'année dernière, oui. On a commencé, je pense, que le mois de novembre à Pépé. C'était une bonne chance d'apprendre la langue, parce que c'est très important pour le Québec. C'est justement, pour nous, c'est nécessaire pour obtenir après la résidence permanente. Mais aussi pour vous faire de nouveaux amis. Oui, ça a permis aussi de connaître la culture, les différents pays qui sont ici, comme nous, pour partager les cultures, pour partager la langue. Mais précisément, le français, c'est la liaison de tout ça. Et là, cette année, en septembre, en octobre, vous aviez encore des cours de français? Oui, oui. Jusqu'à tout récemment? Oui. J'ai arrêté de faire le dernier cours, le niveau 4, le mois de septembre. Oui, septembre. 10 septembre. Oh, non, pardon, le 10 octobre. Le 10 octobre? Oui, c'est le dernier jour qu'on a fait le cours de francisation. Mais j'espère que la francisation continue. Parce que là, en ce moment, depuis la mi-octobre, vous n'avez plus de cours. Non. Vous avez essayé de vous réinscrire. Et qu'est-ce qu'on vous a dit à ce moment-là? Pour l'instant, on attend. Ça, c'est l'instruction que j'ai écoutée. On va attendre la décision finale après tous les problèmes, toutes les conversations. J'ai recommencé mon cours cette année, le mois de mars. En 2024? 2004, je m'inscris à la course de la francisation, que j'ai recommencé mon cours. Donc, vous avez suivi les cours au printemps, cet été et au début de l'automne? Oui, oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on vous a dit que vos cours allaient être terminés? Le professeur nous dit, nous attendons le mois de décembre pour recommencer les cours. La semaine passée, j'ai reçu un courriel qui me dit que le cours de francisation est arrêté pour moi. Et je suis triste parce que je dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aimerais de continuer ma course en français présentiel. C'est la semaine dernière, donc, que vous l'avez appris. C'est quoi le sentiment qui vous habite? Est-ce qu'il y a des inquiétudes ou des incertitudes liées à ça? Oui, parce que pour que je termine de m'adapter ici, j'aime de continuer mon cours en français pour améliorer mon français. C'est ça, et maintenant, c'est fini le cours. Nous attendons de nouvelles choses. Ça vous fait quoi, sur une note plus personnelle, de ne plus avoir de cours? Est-ce que ça vous crée des inquiétudes?
Est-ce que c'est incertain avec votre femme? Comment est-ce que vous vivez cette situation-là? Pour moi, c'est incertain parce que je ne peux pas savoir si le cours va continuer ou non. Oui. Ce n'est pas clair l'information. Des fois, existe une prolongation des temps loin à commencer autrefois la francisation. Mais j'espère que tous les problèmes avec ça, ça fait un bon résultat Oui. pour nous, qui nous sommes ici déjà, et pour les nouveaux arrivants. Après Oui, que oui, ces programmes-là se poursuivent. oui, oui. Le Centre de services scolaires de Charlevoix a refusé notre demande d'entrevue concernant le dossier de la francisation sur le territoire. Du côté de la députée provinciale, Mme Karianne Bourassa, son bureau a indiqué être dans l'impossibilité de commenter le dossier en raison du congé de maternité de Mme Bourassa. Notre demande a plutôt été redirigée à l'attaché de presse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec, M. Jean-François Roberge. Ce dernier a refusé de commenter la situation propre à chaque région du Québec, mais s'est toutefois dit sensible à la fermeture des classes dans les régions touchées. Il a également affirmé que son ministère travaillait d'arrache-pied pour trouver des solutions durables dans l'ensemble du Québec. C'était Mathieu Larivière pour TVCO à Baie-Saint-Paul. Les festivités de l'Anguille se sont déroulées le week-end dernier. On s'en va vers le 350e anniversaire de la municipalité. J'en parle avec d'autres dossiers, bien sûr, avec le maire Jean-Guy Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour. Oui, bon matin. Comment ça s'est déroulé, le Festival de l'Anguille? Ça se fait très, très, très bien. Il y a tout un groupe, une belle organisation. Achalandage? Oui, bien, c'est complet parce qu'il y a une salle quand même qui est limitée, là, entre 150 et 200 personnes. C'était complet. C'est toujours complet au niveau de l'organisation du bingo. Bien, on prend un peu moins de monde parce qu'il faut permettre de circuler entre les tables pour pouvoir voir le pointage. Puis après ça, le succès de « oui, j'ai gagné », oui, on s'en va là pour les bénévoles qui le font. Mais dans l'ensemble, c'était un succès total. Les festivités de l'Anguille, c'est toujours trop de monde dans la salle qu'on a. Mais c'est chaleureux, puis c'est bien organisé, puis la bouffe était excellente. Puis cette année, il n'y aura pas que ça, hein, parce que vous préparez quelque chose de gros pour le 350e. Bien, ça, c'est l'élément d'automne qu'on a toujours fait, le Festival d'Anguille, puis fait une usité, hein, une 49e édition. Puis ça veut dire que nous autres, c'est 349e année là, de la création de notre village. Ça va tomber en même temps, 50 ans pour le Festival d'Anguille, et là, c'est 350 de... Et là, vous avez annoncé que vous aviez Guylaine Tremblay, l'actrice, comme porte-parole. Ah, on est très heureux qu'elle ait accepté. Je l'avais contactée, parce que je sais que Mme Tremblay est une personne très occupée. Mais elle a quand même des familles souches à Pitts-Rivière, puis elle est native de chez nous. Et quand je lui ai parlé au téléphone, je lui ai demandé d'être un peu la marraine ou celle qui était le porte-parole. Elle était très, très fière. Elle a accepté d'emblée. Okay. Et elle dit, les conditions, on en reparlera. Elle dit, moi, j'ai sûr, comme on est très occupé, fait que là, il y aura une modalité à voir pour sa disponibilité selon les événements. Selon la programmation. Exactement. Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on commence à la connaître, la programmation? Bien, c'est déjà pas mal rattaché, mais pas encore public, parce qu'à un moment donné, une fois, ça va être distribué, puis ça va être rendu public dans les prochaines semaines, là. Un comité qui travaille là-dessus. Et c'est pas mal attaché, vous me dites. Là, oui, au niveau de la programmation, oui. Il reste à voir à un moment donné certains éléments, là, comme Mme Tremblay et tout, là. C'est des choses qui sont en discussion actuellement. Vous voulez également laisser un legs à la municipalité, là, un parc du 350e, un aménagement pour le 350e? C'est un espace qui est lié au parc des Rivets, oui. C'est un espace. C'est sérieux, là? Vous parlez de presque 1 demi-million que vous voulez mettre là-dessus. Bien, c'est ça. On avait déjà des budgets d'allouer pour la restauration du parc des Riverains. Oui. Mais on disait, à l'intérieur de ce budget-là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait greffer un legs pour en mettre un peu plus au niveau de l'aménagement, pour permettre d'avoir un lieu d'animation pendant toute l'année, puis qui va rester aux gens. Donc, vous pensez à un bâtiment là, que vous pourriez ajouter? Vous parlez toute l'année. Ne pas nécessairement avoir un bâtiment. C'est un lieu physique organisé où des événements vont nous interpeller à toujours être là dans les... C'est sûr qu'à un moment donné, on ne parle pas de l'hiver. On parle des moments de l'année où les températures le permettent. Mais c'est un lieu physique qui est convoité. Il y a beaucoup de gens qui se rendent là pour être... pour plusieurs événements. Profiter de la plage, entre autres. Exactement. Puis la partie visuelle. Mais on veut rajouter un peu plus. Là, je ne dévoile pas tous les plans parce qu'on a déjà des plans d'architectes qui sont déjà complétés. Puis on va les insérer à partir du Ça s'en vient avec la programmation du 350e. Oui, exactement. Puis la place du legs, on se disait, bien, il faut créer une animation supplémentaire pour permettre un lieu physique d'animation précise là, au fait du 350e, qui va demeurer un peu comme le legs, les citoyens vont s'en souvenir.
Puis ça va toujours emmener un rappel des événements qu'il y a eu à ce moment-là. Il s'est passé également quelque chose au conseil municipal. Vous avez perdu un conseiller. Le siège numéro 1, François Fournier, qui a démissionné de son poste. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, M. le maire? Certains racontent qu'il se serait opposé au projet d'habitation qui est assez coûteux, mais on va en reparler. Mais la raison pour son départ, vous l'expliquez comment? Bien, M. Fournier est quelqu'un quand même de très occupé. C'est quelqu'un aussi qui est à l'extérieur souvent, presque 2 mois par année. OK. Il est à l'extérieur, ça fait qu'il y avait moins de disponibilité. Les discussions autour de la table par rapport aux immeubles à logement, on en a des fois, puis c'était serein d'avoir des discussions au niveau des coûts, au niveau du cadre financier. C'est pas la raison de son départ? Bien, je crois que non, parce qu'il ne m'a pas précisé que c'était une des raisons. Il y avait peut-être d'autres priorités à faire aussi. Puis il y avait le goût, finalement, peut-être de quitter. Ils n'avaient pas réussi à le retenir? Bien, moi, je lui ai demandé, c'est peut-être de reviser sa décision, mais lui, il dit, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est quelqu'un aussi qui fait de l'hébergement. Il y a quand même beaucoup de résidences aussi en location. Fait que ça lui demande beaucoup de travail. Fait qu'il sentait d'avoir peu de temps pour continuer avec le municipal. C'est ce que j'ai senti dans la discussion. Le siège numéro 1, c'est quel secteur de Petite-Rivière, ça? Le secteur 1? Le secteur qui est on n'a pas de secteur d'établi pour le moment. C'est au cœur du village. Lui, c'est au cœur du village. C'est au cœur du village. OK. Mais c'est un secteur à lequel, lui, il habite plus souvent à Québec qu'à Petite-Rivière, mais il y a quand même une résidence à Petite-Rivière qui vient occasionnellement. Fait qu'il était plus souvent à Québec parce qu'il reste principalement plus à Québec. Donc, on s'en va vers quoi? Une élection partielle? Ou bien vous allez vous rendre jusqu'à l'élection municipale l'année prochaine? Non, je pense qu'on a pris garde aussi, puis il a été très prudent aussi de choisir la date de démission pour ne pas créer d'élection. Ça, ce qui est important, il reste à peu près même pas une année de mandat. Oui. On sait que les élections vont avoir lieu en novembre l'année prochaine. Fait que sa démission... Il n'y aura pas d'élection partielle. Sa démission va rentrer dans le délai à l'intérieur de moins d'1 an. C'est ce qui fait qu'il n'y aura pas d'élection pour le remplacement du poste du siège numéro 1. Il y a un sujet dont on parle à toutes les fois que vous venez nous rencontrer ici, les habitations de Petite-Rivière, les fameux logements sociaux. Là, vous avez eu beaucoup de soumissions. Moi, j'ai comme dans les notes, 8 soumissions ont été déposées pour réaliser le projet. On a eu 8 soumissions. Maintenant, on peut dire qu'on a un plus bas soumissionnaire qui est Poinco. Il reste des modalités à discuter avec lui, mais c'est quand même une compagnie qui reste dans Charlevoix, je pense, Poinco, mais on a quand même quelqu'un de Rivière qui va agir comme entrepreneur qui a été choisi? Il va être entrepreneur. Le contrat n'est pas signé parce qu'il y a des modalités à discuter avec lui. On est très heureux, mais on a eu quand même beaucoup d'intérêt à ce projet-là. C'est ce qui fait qu'on a eu quand même une proposition intéressante. Rappelez-moi le nombre de logements qui sont prévus. C'est un 20 logements. Un 20 logements? Des 4,5, des 5,5, des 3,5. Et on a 10 logements à caractère social pour des gens en faible revenu, de 25 000 et moins, et d'autres dans le volet de 10 autres logements, des logements abordables. Est-ce qu'on peut maintenant envisager une date de livraison? Avez-vous un horizon là-dessus? Écoutez, je pense que... Les travaux, là, maintenant... parce que là, on aurait bien voulu commencer, et puis un entrepreneur d'instruction voulait commencer cet automne, puis en plus, d'autant plus qu'on a une très belle automne. Mais nous, on a Oui, bien voilà, on a une procédure aussi au niveau des appels, des règlements d'emprunt sur les infrastructures. C'est tous les délais aux affaires municipales. Puis la loi nous interdit de commencer quoi que ce soit dans les travaux tant que la procédure des règlements n'est pas finie. Et on dit, il y a un manque à gagner pour l'ensemble du projet encore, hein? Bien, le manque à gagner, c'est un 2 millions de manque à gagner qu'il fallait trouver à quelque part. Non, on l'a comblé parce qu'on a eu quand même des montants. Il y a eu des montants supplémentaires qui se sont inscrits avec la Société d'habitation et la MRC a donné 200 000 de plus. Fait que là, on est à combler. Il y avait à peu près 800 000 à combler. On est capable de le prendre, même le surplus accumulé. Puis on va créer un fonds de roulement pour pouvoir prendre cette partie-là. Le seul aspect de règlement d'emprunt, c'est sur les infrastructures. L'aqueduc et d'égout pour le branchement de l'ensemble de tous les immeubles. C'est un projet d'1 million. Dans ce secteur-là, oui, exactement. Parce qu'il n'y a pas que ça dans ce secteur-là. C'est pas un nouveau projet de prolongement d'égout. C'est un branchement pour l'ensemble des logements dans le secteur de la rue du Quai. Puis de toute façon, on devait travailler pour refaire cette rue du Quai-là parce qu'elle était dans la programmation depuis déjà quelques années. Ça fait que tout ça ensemble, on règle... Mais il y avait des autorisations à obtenir de l'environnement, puis un dossier. Ça peut devenir compliqué, ces dossiers-là. C'est parce que c'est des délais. C'est des délais qui nous disent que pour cet automne, même si on avait la volonté, puis l'entrepreneur était prêt à en faire un bout cet automne, fait qu'on n'arrive pas dans les temps ciblés pour pouvoir penser faire des travaux d'automne. Donc, les travaux au printemps? Au printemps. Au printemps, on y va avec ça. Oui. Grosse hausse du rôle d'évaluation à Petite-Rivière, 27 de hausse de la valeur des propriétés. Vous êtes passé, de la valeur des immeubles, vous êtes passé de 681 à 865 millions. Oui. L'augmentation, elle vient de où exactement?
Bien, écoutez, il y a eu beaucoup de transactions depuis je dirais les 4 dernières années. Oui. Il faut savoir aussi. Est-ce que ça a ralenti l'an dernier? Bien, écoutez, le rôle triennal, c'est à tous les 3 ans, puis celui de la municipalité est à 69 de ses valeurs. Fait qu'à un moment donné, la loi nous impose finalement de revoir le rôle, puis c'est la MRC qui a la mission de refaire les rôles. Donc, vous êtes passé de 60 de la valeur à 100 on est tombé à 100 de sa valeur, 100%, naturellement. Le sur défi les 3 prochaines années. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on est à des hausses peut-être plus importantes sur les ventes d'immeubles, parce qu'il y a eu beaucoup de transactions, ça fait que ça vient de balancer le rôle. Quand les immeubles, la maison, on en vaut, je vais vous donner un exemple, 400 000, puis ça vend 550 000. Vous avez un 150 000 de valeur supplémentaire. Ça vient, dans l'unité de voisinage, changer toute la partie des valeurs des alentours. Oui. Fait que les transactions jouent le rôle énormément dans la décroissance, puis aussi dans la croissance dans le nouveau rôle. Fait que dans le nouveau rôle, on a une croissance comme ça. Sauf qu'évidemment, on va être invité à voir aussi comment est-ce qu'on peut rabaisser l'impact avec le taux, le rabaisser, pour avoir finalement... Petite-Rivière a déjà le taux le plus bas de taxes municipales là, pour la MRC. On est à 63 sous. Et donc, lorsqu'on augmente le rôle d'évaluation, comme vous venez de le faire, on pourrait se retrouver avec un 62 sous, un 60 sous, là, pour l'histoire de balancer puis de limiter les hausses. On s'en va vers une diminution. Il y aura sûrement une baisse, ça, c'est combien? De quel montant? Parce qu'il faut faire notre budget. Quand il faut combien cette année dans l'opération? On a des demandes supplémentaires, on a des travaux réalisés. On a des projets aussi avec la caserne en haut puis le garage, qui va se bâtir dans le parc entrepreneurial. Parlons-en de ça, si vous permettez. Le parc industriel que vous avez à l'entrée du village, pour l'instant, c'est une sablière. Là. Des tas de roches, des tas de sable, des tas de... Il y a des entrepreneurs qui sont installés. Il n'y a pas de bâtiment d'installer. Les entrepreneurs sont installés dans avec des roulettes de chantier pour pouvoir se desservir. On a déjà... Mais ça va devenir un vrai parc industriel? Voilà. C'est parce que là, pour le moment, l'industrie n'est pas venue, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a des discussions à avoir à la MRC sur les besoins, sur ce qu'on fait en termes d'investissement commercial dans ce secteur-là. Mais comme les garages et les casernes sont permis déjà. Nous, dans notre projet qui nous interpelle, le projet dans la programmation du programme des affaires municipales, c'est accepté. Les plans et devis sont en train d'être élaborés pour l'année prochaine. Fait que là, ça va se faire l'année prochaine. C'est un projet estimé à 4,5 millions qui va se compléter. Et il y aura un bâtiment, donc un premier bâtiment. Oui, il va y avoir un bâtiment qui est principalement un garage et une sécurité incendie qui va permettre d'avoir une meilleure couverture là, sur le secteur montagneux, puis il y a aussi toute la partie du déneigement. On a interpellé tous les camions de déneigement en partie vont monter sur ces plateaux-là, parce que c'est là que l'intensité des travaux se font durant l'hiver. La quantité de sel, puis ainsi de suite, c'est là qu'on intervient le plus souvent, aussi au cœur du village, mais on est principalement interpellé pour sécuriser les côtes. Monsieur le maire, en terminant, on est à moins d'1 an des élections municipales. Est-ce que vous vous représentez aux prochaines élections? Ça veut dire que vous n'êtes pas le premier qui me pose la question, mais c'est une grande réflexion. Mais je veux dire que ça a bien été dans ce mandat-là. Ça me faisait peur un peu parce que j'avais été 12 ans arrêté. Les choses avaient changé? Oui, ça avait changé énormément. J'ai dû m'adapter, mais ça a quand même bien été. Il y a une équipe au niveau de la mutualité qui est extraordinaire. Les membres du conseil aussi qui collaborent très bien. Fait que j'ai du plaisir à le faire. Puis je suis repris dans le rythme là, normal quand j'ai quitté pour fonctionner. Je vais vous dire que ma réflexion est plus dans le sens que ça m'intéresse de revenir, mais je ne peux pas confirmer. Je vais voir qu'est-ce qui va venir. Parce qu'il y a un projet. La santé est bonne? Il y a un projet, oui, voilà. Puis il y a un projet aussi qui me tient à cœur, c'est le campus, avec le lien avec le centre de services scolaires. C'est un projet que je trouve extraordinaire. Vous voulez continuer à développer? Bien, je veux que ce projet-là soit relancé parce que c'est un projet, finalement, qui était intéressant, mais il n'a pas été retenu parce que les cadres budgétaires du gouvernement, maintenant, sont plus à ralentir, finalement, les investissements dans les programmes. Le programme a été comme coupé pour le moment. Fait qu'est-ce qui va revenir? On nous dit qu'à un moment donné, tout ce qui était dans la machine va être reconduit ultérieurement d'ici 1 an ou 2. On espère. Donc, vous venez de nous présenter un peu de votre programme électoral. Merci, M. le maire. Merci bien. Au plaisir. Au plaisir. La problématique de l'itinérance est de plus en plus visible dans la région de Charlevoix. La ville de Baie-Saint-Paul fait un pas de plus pour contrer cet enjeu social en inaugurant une mini-maison destinée à de l'hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile fixe.
Mais c'est clair qu'on le sait, hein, de plus en plus, on a des gens ici dans la région, à Baie-Saint-Paul, qui n'ont pas de domicile, des gens qui vont loger chez des amis, il y a des gens qui dorment encore là, en novembre dans leur véhicule. Chaque situation d'itinérance en est une de trop. On travaille en partenariat avec les organismes communautaires qui interviennent auprès de ces clientèles. La Ville demeurera propriétaire de la mini-maison et de son terrain, mais c'est le centre communautaire Pro-Santé qui en assurera la gestion. C'est sûr que tout va passer par le centre communautaire Pro-Santé. Donc, il n'y a personne qui va être hébergé ici sans autorisation du centre communautaire Pro-Santé. Il y a quand même un code de vie, il y a des critères d'admissibilité, il va y avoir un contrat aussi. Puis c'est important de faire bien le suivi et l'accompagnement. C'est certain qu'aussi la clientèle, si le besoin premier n'est pas l'hébergement, c'est-à-dire qu'il est en crise psychosociale, qui est en crise au niveau de la dépendance en toxicomanie, nous, ce n'est pas de l'hébergement qui va être 24 heures sur 24 supervisé. Donc, c'est quand même des personnes qui vont être en état d'être autonomes dans un logement. Un cadre bien établi permet ainsi d'en encadrer le fonctionnement. Ayant un seul hébergement, c'est pour ça qu'on a une intervenante qui va pouvoir superviser. Elle va faire un plan d'intervention avec eux pour améliorer, dans le fond, sa situation de vie. Et à partir de ça, on va mettre un temps limite qui va pouvoir être renouvelable, mais il faut que la personne soit prête à se mettre en action. Donc, de dire, je vais travailler pour améliorer mes conditions de vie. Bien, on n'ira pas en mois, c'est notre objectif, donc on parle plus des semaines. Puis pour l'instant aussi, on est en train vraiment d'apprendre à travers tout ça. On a vraiment contacté dans d'autres régions. Là, il en existe de ce type d'hébergement-là, fait qu'on se fait beaucoup guider avec eux autres, puis on est beaucoup en contact avec les gens qui ont déjà ce type d'hébergement-là. Malgré l'ambiance chaleureuse qui règne en entrant dans l'habitation, la mini-maison ne pourra accueillir qu'un nombre limité de personnes en raison de ses dimensions restreintes. En fait, c'est une personne seule ou un ménage. Donc, un ménage, ça peut être 2 adultes, un enfant, ça peut être un adulte, 2 enfants. Vous allez voir, là, quand vous allez rentrer à l'intérieur, il y a une mezzanine avec un lit, un matelas queen. Donc, 3 personnes d'une même famille peuvent très bien là, cohabiter plutôt qu'être dehors là, ou d'être dans leur voiture. La mini-maison a été construite par un groupe d'étudiants en charpenterie-menuiserie du Centre de formation Avise de Charlevoix. À savoir si un tel projet éducatif pourrait se reproduire dans le futur, la directrice de l'établissement scolaire ne ferme pas la porte. Éventuellement, si on obtient une autorisation du ministère pour offrir à nouveau le programme, est-ce que ça pourrait être remis à l'ordre du jour? Potentiellement. Maintenant, c'est sûr que là, on le voit, là, ils vont apprendre à la gérer. De notre côté, est-ce qu'on pourrait en mettre ailleurs sur le territoire de Charlevoix? Tout est une question de permis aussi. Puis on est ouvert, là, on dessert la totalité du territoire de Charlevoix. Fait que là, ça a fait avec la ville de Baie-Saint-Paul, on s'en réjouit. Si ça fait à nouveau, tant mieux. S'il y a d'autres municipalités, si la ville d'Amalbaie ou autre nous interpellait pour ça, on est ouvert. Là. Plusieurs partenaires qui œuvrent pour la lutte à l'itinérance dans Charlevoix ont contribué et investi dans ce projet. Le projet est autour de 25 000 $. Il y a eu quand même là, une subvention là, justement par le programme du Suez à Capitale-Nationale qui est venu là, pour rembourser les branchements d'Acazuc et tout ça avec le centre communautaire. Mais je vous dirais que pour la ville de Baie-Saint-Paul, c'est un montant qui est somme toute assez modeste. On parle de moins de 10 000 $. Le maire Michael Pilote espère une bonne réaction de la part des voisins. Je pense que ces gens-là, on doit s'occuper des gens qui dorment un peu partout dans la municipalité. Il faut arriver avec des solutions qui sont porteuses et je suis convaincu que l'expérience va bien se dérouler. Puis on le voit, les gens sont un petit peu curieux à savoir qu'est-ce qui va arriver, mais lorsqu'on explique bien les choses, je crois que c'est des conditions qui viennent faciliter l'application. L'une des prochaines étapes pour le Centre Pro-Santé sera de déterminer les critères de sélection des personnes qui pourront séjourner dans cette mini-maison. On se fait conseiller vraiment par des experts. C'est sûr que il va falloir vraiment que la personne n'ait pas d'alternative. Donc, c'est pas pour sortir de chez maman, papa. Si tu as justement une opportunité d'être sur un divan à quelque part ou dans une chambre à quelque part, même si c'est pas ton logement à toi, c'est sûr que nous, on ira pas là. Le Centre Pro-Santé a récemment embauché une intervenante en itinérance.
Elle témoigne des motivations qui l'ont poussée à rejoindre l'équipe de l'organisme. Dans mes dernières années, là, dans le CIE, je travaillais en santé mentale, que ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis c'est la qualité de vie. Puis là, en ce moment, vraiment, quand j'ai vu le poste, c'était vraiment le côté communautaire. Là, ça fait 4 ans que je suis dans la région, puis pour moi, c'est un don de soi, puis de travailler, puis faire un changement dans vraiment, en fait, ce qui est le plus précaire, en fait, là. C'est vraiment le besoin de base, que moi, ça m'appelait vraiment dans mon côté altruiste, là, qui est côté d'infirmière, allait me chercher, mais là, c'est la même chose avec plus intervenante, là. C'est pas juste un lieu d'hébergement. Là, c'est vraiment un lieu de responsabilisation qui va avoir un continuum, un gros partenariat avec le communautaire, avec le CIUS. Que non, c'est ça me motive énormément. Ouais. Marie-Ève Trudel ne doute pas que son expertise en itinérance lui sera utile. Je viens de Montréal, que oui, je travaillais à Santa Cabrini, à l'urgence, que c'était notre quotidien. Je travaille un petit peu dans la Nodière, c'est un peu moins, là, il y a plusieurs années, ça fait quand même 18 ans que j'ai commencé dans le domaine, mais quand je travaillais à Montréal, oui, ça m'arrivait beaucoup. J'étais dans le centre-ville aussi, que c'était... Oh, ouais, c'est quelque chose. Puis ici, bien, en santé mentale, on en avait là, des cas dans la très grande précarité. Ouais. La mini-maison sera prête à accueillir ses premiers occupants au cours des prochaines semaines. La télévision communautaire de Charlevoix-Ouest a récemment organisé une soirée pour lancer sa programmation des fêtes 2024. 2 soirées de bingo thématiques seront proposées à nos auditeurs. Le mardi 17 décembre, un bingo régulier sera animé par l'équipe du Festif de Baie-Saint-Paul. Des prix supplémentaires seront remis aux gagnants. Le jeudi 19 décembre, un bingo spécial de Noël sera également présenté. Plusieurs émissions seront présentées en continu sur le canal 706 entre le 20 décembre et le 6 janvier 2025. Des concerts de Noël et le spectacle du 50e anniversaire du club de patinage artistique de Baie-Saint-Paul seront notamment diffusés. 2 émissions produites par votre station de télévision locale seront également de la programmation. Une émission de cuisine mettant en vedette des chefs cuisiniers de Charlevoix et des produits de notre terroir vous sera présentée. Le lieu était super, les chefs ont été vraiment généreux. On avait des produits d'ici, puis c'était le but de l'émission. Hein? Chef et terroir, on n'a pas été chercher ça très loin. On voulait parler à des chefs d'ici qui travaillent des produits de la région parce que c'est important de connaître tout ce qu'on a. C'est incroyable, il y a des recettes qu'on n'avait presque rien de l'extérieur. C'est un peu l'achat local, la vision... de tous les agriculteurs, les agrotransformateurs de la région qui mettent beaucoup de travail à innover, à faire des beaux produits. Fait que, et les chefs, ben, moi, j'avoue, ben, d'abord, je suis gourmande. Hein, ça paraît un petit peu. Je suis gourmande, j'ai été bien servie et surtout, ça fait une belle complicité avec les chefs. Ils ont aimé leur expérience? Je crois que oui. En tout cas, moi, je me suis sentie à l'aise avec eux et je crois que ce sont eux qui m'ont rendue à l'aise. C'était de voir aussi les différentes formes de travail, différentes formes de cuisine. On a fait du poisson, on a fait des choses qui me semblaient à la base complètement démentielles, mais que finalement, on a bien traversé et j'ai appris beaucoup de choses. Un animateur de chez nous vous présentera quant à lui des capsules éducatives et historiques sur des cocktails qui pourraient vous inspirer dans vos créations des fêtes. Moi, la mixologie, c'est une passion que je fais chez nous, tout seul ou au bar de temps en autre ici. Fait que, tu sais, c'est vraiment un hobby. Puis quand il y a eu l'opportunité d'en faire une émission de télé, ben, j'ai adoré l'expérience. Martin, le directeur général, m'a laissé la place pour explorer puis en faire des thèmes. Alors, j'ai adoré. Puis j'ai pu partager ma passion pour le cocktail, aussi l'histoire du cocktail. C'est ça que j'aime aussi. Donc, bon, d'où vient telle liqueur, d'où vient tel rhum, par exemple. Fait que c'est ça que j'avais envie de partager. Et j'ai eu toute la place pour le faire. J'ai adoré. Parce qu'à travers les thèmes, il y a des pays. Donc, le Japon, Cuba, les États-Unis. Puis à travers, je voyage un peu. Fait qu'à chaque voyage, je ramène des bouteilles qu'on n'a pas ici au Québec. Donc, j'en ai partagé quelques-unes. Pas trop, parce que j'avais envie de donner le goût aux gens aussi d'en faire à la maison. Fait que ça soit quand même accessible. Alors, il y a des liqueurs accessibles, il y a d'autres un petit peu moins. Mais l'idée, c'est d'inspirer le monde et d'éduquer aussi sur c'est quoi les cocktails, c'est quoi les liqueurs, les alcools. Rencontré lors de cette soirée de lancement,
le président du conseil d'administration témoigne des motivations qui l'ont poussé à s'impliquer pour sa télévision locale. À la base, j'ai été journaliste quand j'étais un peu plus jeune dans un média local. Puis je trouve que les médias locaux ont une importance. Puis moi, je voulais contribuer, je voulais m'impliquer, puis je trouvais qu'en bon français, c'était une belle cause. Donc c'est ça qui m'a amené à m'impliquer vraiment là, au CA de TVCO. Mais je dirais, ça a commencé avec le vestiaire. Puis avec Maxime Jourdain quand il était animateur. Puis il m'a dit, il y a une opportunité, c'est pour toi au CA. Bien, je dis, j'ai levé la main. Si moi, ça m'intéresserait, je pense que j'ai quelque chose à apporter. Puis de fil en aiguille, on est rendu là aujourd'hui. La programmation des fêtes de TVCO sera accessible en continu sur les ondes du canal 706 entre le 20 décembre et le 6 janvier de l'année prochaine.